On commence cette semaine par une bonne référence franco-française. Le joueur du grenier fêtera bientôt ses 13 ans. Certains d'entre vous étaient encore bébés que Fred et Seb sortaient leur premier test sur Tintin au Tibet. Puis des jeux pourris, il y en a eu beaucoup, plus de 250 jeux en 145 vidéos. Sauf que dans ces 250 jeux, il y en a qui étaient tellement mauvais que même le JDG n'a pas eu la force de les finir, ce qui nous a parfois fait louper quelques pipites. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à cette émission incroyable. On vous parle de 4 jeux que le joueur du grenier n'a jamais terminé. Et accrochez-vous, il y a du niveau. Sonic 2006. Pour commencer, quoi de mieux que le jeu qui a failli tuer Sonic? L'industrie du jeu vidéo n'a pas toujours été très tendre avec le hérisson bleu. C'est une vraie icône de la pop culture dans les années 90, mais son passage raté à la 3D et l'échec de la Saturn au début des années 2000, Sonic n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Il fallait sauver l'honneur. Alors après plusieurs délais, des problèmes de production et plein de gens qui démissionnent, un nouveau jeu finit par sortir et il est tellement mauvais que l'équipe du JDG lui a consacré toute la deuxième partie de la vidéo des 11 ans. Par où commencer? Les environnements sont moches, les PNJ en font des caisses, les contrôles sont horribles, les temps de chargement sont interminables, il y a des passages entiers où le jeu joue sans toi, et surtout, mon dieu, qu'est-ce que ça bug! Sonic 2006 n'est simplement pas fini. Il y a des problèmes partout, ça nous prendrait plusieurs heures d'en faire la liste complète. Dans son test, Fred nous parle des passages mortellement relous où Sonic court à 900 à l'heure, mais il y a aussi l'inverse, dans certains niveaux, contrôle Shadow. Et Shadow il est dark, donc il conduit des véhicules, sauf que c'est super lent. Imaginez, Sonic mais en camionneur diesel. Dans ce qu'il y a de plus remarquablement mauvais, on peut vous parler du combat contre Silver, qui nous enchaîne sans qu'on puisse rien faire. Un moment où on est même softlock, Silver nous projette en l'air, on continue, on peut même pas toucher le sol. Y a rien à faire, à part étendre la console et tout recommencer. Ok le gameplay, mais l'histoire est loin d'être mieux. En gros, on joue à tour de rôle Sonic, Shadow et Silver qui doivent sauver Elise, la princesse de Soleanna, capturée par Eggman. Donc on doit faire le jeu 3 fois avec chaque fois un personnage différent, ce qui nous en permet d'apprendre un peu plus sur l'histoire. Sauf que bon, en pratique ça veut juste dire recycler le même niveau de merde 3 fois, et ça, c'est non. Au fil du jeu, on apprend que le vrai méchant, c'est pas Eggman, mais c'est lui, Mephiles the Dark. En gros, Mephiles est en réalité une moitié de Solaris, un dieu très puissant. Il veut libérer la deuxième moitié qui est scellée à l'intérieur d'Elise et fusionner avec. Pourquoi? Bah pour détruire le monde, bien sûr. C'est littéralement méchant le hérisson, écoutez-le, il a un rire maléfique sur une musique d'orgue, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ta gueule! Bref, une fois qu'on a terminé les 3 histoires, on débloque la vraie fin. Sonic et Elise marchent tranquillement quand soudain, Mephiles apparaît et tue Sonic. C'est carte rouge là! Ensuite, il y a Truc qui fusionne avec Machin, il crée alors une énorme faille spatio-temporelle qui commence à détruire le monde, donc on parcourt encore les mêmes niveaux avec chaque personnage pour assembler les émeraudes éparpillées partout. Une fois que c'est fait, Elise fait une prière et... Vous savez, je crois qu'il y a un enfer spécial pour les gens qui aiment ce genre de choses. Finalement, Sonic est de retour parmi les vivants. Shadow, Silver et lui utilisent le pouvoir des Chaos Emerald pour se transformer en super hérisson et battre Mephiles une bonne fois pour toutes. Finalement, après le combat, Elise et Sonic sont transportés dans le passé et décident d'éteindre la flamme de Solaris. En l'éteignant dans le passé, tout ce qui s'est arrivé dans le jeu n'existe plus et tout rentre dans l'ordre. Mesdames et messieurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas facile d'écrire sur des voyages dans le temps. Dragon Slayer. Quand on pense au JDG, on pense à 2 jeux iconiques, Tortue Ninja sur NES et surtout Dragon Slayer. On se rappelle tous de la fameuse chanson un boss presque impossible, une plateforme inaccessible, ce mec est un abruti. Et c'est normal, dans la catégorie des jeux pourris, Dragon Slayer il est très haut. Le tout premier jeu Dragon Slayer sort sur arcade en 1983. Le concept est simple, vous êtes un chevalier et vous entrez dans un château pour délivrer une princesse. C'est un QTE en mode dessin animé, de temps en temps vous devez appuyer sur une touche pour éviter de mourir ou pour faire avancer l'histoire. Dans la théorie ça a l'air facile, en pratique c'est une horreur. Contrairement au QTE moderne, ici le jeu ne nous donne aucune indication sur quel bouton appuyer et quand le faire. On doit deviner quelle touche va fonctionner et surtout à quel moment on doit appuyer dessus. Et parfois c'est juste n'importe quoi. Regardez cette salle, pour pas mourir qu'est-ce qu'on doit faire? 1. Courir vers la porte. 2. Sauter au-dessus du trou. 3. Accepter la mort. Et non, fallait sauter dans le gros bassin vert qui ressemble à de l'acide. En plus, ça se joue à la 10e de seconde. Si t'appuies trop tôt, tu meurs. Trop tard, tu meurs. Le mauvais bouton au bon moment, tu meurs. T'appuies 2 fois au lieu d'une, tu meurs. Surtout que des fois, c'est la solution qui est absolument pas logique. Bref, c'est atroce, encore plus quand il joue sur borne d'arcade et que littéralement chaque vie te coûte de l'argent. Dans son épisode de la revanche, Fred meurt presque une centaine de fois en seulement 15 minutes, sans même arriver à la
moitié du jeu. Généralement c'était 2 francs une partie, du coup s'il y avait joué en 1983, il aurait déjà dépensé 50 balles rien que pour arriver au deuxième écran du jeu. Mais du coup ce qui est drôle c'est qu'en réalité le jeu est très court, si on ne meurt pas une seule fois, le jeu se termine en 10 minutes, après un combat contre un chevalier noir et contre un carrelage qui disparaît. Oui, le carrelage est plus dur que le chevalier, on arrive finalement face au dragon et la princesse emprisonnée, et bonjour madame. On récupère une épée magique, on la plante dans le dragon qui meurt sur le coup, on libère la princesse qui tombe dans nos bras et nous embrasse, sur la joue, putain. Et voilà, ça se termine sur un petit cœur et entrez votre high score comme tous les jeux d'arcade. Même si bon, c'est très peu probable que vous ayez réussi à le terminer sur une borne d'arcade sans avoir vidé le compte en banque de vos parents. Le deuxième jeu Dragon Slayer très connu c'est celui sur Super NES et lui aussi c'est une sacrée bouse. Les ennemis réapparaissent en boucle et te suivent jusqu'au bout du niveau. On a un temps de latence avant chaque coup d'épée et surtout on ne peut taper qu'en diagonale. C'est pratique quand t'affrontes des fourmis oui, mais quand la moitié des ennemis du jeu volent ça devient injouable. En plus tous les niveaux ont une fausse fin qui te ramène un niveau en arrière ou qui carrément t'envoie dans un niveau qui sert à rien. Genre là dans ce niveau, si dès le début vous allez tout droit et que vous marchez jusqu'au panneau exit, vous reculerez d'un niveau comme ça gratos. Normalement dans ce genre de jeu c'est là que sert l'écran des mots de passe pour retourner directement au niveau que tu veux, sauf que là même l'écran des mots de passe c'est une horreur. Au lieu de rentrer un simple code il faut pousser des boules dans des trous sous l'eau, c'est long, c'est inutile et tu peux même réussir à te bloquer complètement, c'est là où le JDG s'est arrêté, mais c'est loin d'être fini. Tu peux plus entrer les mots de passe parce que ma boule est bloquée. Moi aussi je perds la boule. Après avoir poussé des blocs, tué des hordes d'ennemis qui te tapent dans les murs et passé un niveau dans le brouillard où, en plus de pas savoir où aller, tu ne vois plus rien, tu arrives finalement au boss de fin, l'antre du dragon. Le niveau n'est pas très long mais il se joue au pixel près, et ce serpent bien caché derrière le pilier qui te one-shot m'empêche de dormir. Et finalement, le dragon, le boss de fin, le challenge ultime, il est terriblement nul. Vu que son attaque le tue en un coup, la seule manière de le battre, c'est de lui lancer des shurikens en boucle en se mettant au bord de l'écran. Du coup, pendant tout le combat, on voit juste la tête du dragon qui dépasse sur le côté, c'est ridicule. C'est comme si à la fin de Zelda, Ganon, tu l'affrontais comme ça. Une fois qu'on l'a battu, le dragon explose et on a le droit à un pauvre écran de fin, avec le héros et la princesse dans un cœur, comme le jeu sur arcade. Sauf que là, la princesse, on la voit même pas dans le jeu, c'est une arnaque. Mais bon, le jeu Dragon Slayer le plus célèbre de très loin, c'est celui sur NES. Sur internet, il est réputé comme un des pires jeux jamais créés, et il a officiellement réussi à rendre fou le JDG. Je suis qu'à la fin du deuxième niveau et je redeviens déjà fou. Le premier problème, c'est que le contrôle du personnage est effarant. Toutes les actions ont une demi-seconde de délai, et en plus le perso a une animation super lente. Ensuite, le jeu n'a aucune logique dans ses dégâts, on a une barre de vie, mais là où certains ennemis nous enlèvent quelques pixels, d'autres nous tuent en un coup sans aucune raison. Le pire, c'est les serpents qui sortent des murs sans prévenir, et qui te tuent avant qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit. Et devinez quoi, la fin du niveau 2, c'est un mur entier de serpents. Après le niveau 2, on arrive là où le JDG s'est arrêté, l'ascenseur. Alors contrairement à son nom, l'ascenseur il fait que descendre. Déjà si vous arrivez tout en bas, alors vous êtes piégé contre un boss invincible et vous n'avez qu'à recommencer le jeu depuis le début, super. Mais surtout, les différents niveaux sur lesquels s'arrête l'ascenseur n'ont aucune indication et doivent être faits dans un ordre précis pour terminer le jeu. Par exemple, descendre à la première plateforme te renvoie au début du niveau 2, celui que tu viens juste de terminer. Vous devez donc essayer chaque étage au hasard et mourir un nombre incalculable de fois pour trouver la bonne combinaison qui vous permet de débloquer le dernier niveau. Dans les différents niveaux, on a par exemple le niveau 4 qui est entièrement sur des plateformes qui s'écroulent. Donc si vous vous arrêtez, vous mourrez, si vous retournez, vous mourrez aussi. Et le boss c'est littéralement la mort elle-même, elle est presque impossible à battre, on adore. Finalement on arrive au dragon, le boss final, et déjà heureusement cette fois-ci on le voit en entier. Oui, on en est là. Comme tous les autres, le combat se joue au pixel près, vous avez un enchaînement précis de mouvements à faire ou vous mourrez. À la fin, on obtient un écran de fin tout nul, les Dragon Slayer sont une vraie purge. En 2016, les développeurs du premier opus ont avoué que, même s'ils aimaient bien leur jeu, à l'époque ils s'y connaissaient pas beaucoup en game design. Pas étonnant que le jeu soit aussi frustrant. Mais étonnamment, le Dragon Slayer sur arcade a eu une seconde jeunesse. Avec les portages sur les consoles plus récentes, les QTE sont plus clairs et plus permissifs. Aujourd'hui, c'est un film interactif, exigeant mais fun. On va peut-être même avoir un film Dragon Slayer, les développeurs en ont parlé mais pour l'instant on n'a pas de date précise. Link Face of Evil. Parmi les jeux Zelda, il y en a 3 qui sont affreusement mauvais, la Triforce de la honte comme on les appelle. Ils sont sortis sur Philips CDI, une version Leader Price de la PS1, et tous les 3 ont souillé à jamais l'héritage de la franchise Zelda.
Et tout ça à cause d'un contrat mal négocié par Nintendo qui les a obligés à laisser sa licence au boucher que sont Philips. Mon petit, cette paix, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Voilà, même si vous n'avez jamais joué à ce jeu, vous avez déjà vu ces cinématiques légendaires. Elles sont tellement cursed, mal animées et doublées que pendant des années, c'était la base des YouTube Poops sur internet. La Triforce dit, Ganon a envahi l'île de Corridai, et comme d'habitude il a enlevé Zelda. On incarne donc Link et on récupère des objets, ce qui nous permet de débloquer de nouveaux endroits et de battre des boss. Sauf que les objets on sait pas quoi en faire, les clés qu'on trouve servent à rien, c'est super dur, les monstres repopent en boucle, et il y a des ennemis invincibles sans aucune explication, on est paumé. On va passer une bonne journée. Et comptez pas sur les PNJ pour vous aider, ils parlent tous en espèces d'énigmes bizarres, et qu'est-ce qu'ils sont moches, on a l'impression que les personnages ont été dessinés sur Paint. À un moment on se bat contre un cochon clown qui fait des JoJo poses, vous la sentez la magie de Zelda là? La raison pour laquelle on fait tout ça c'est pour récupérer un livre magique qui va nous servir à battre Ganon. c'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Fred n'est pas arrivé jusque là, sa sauvegarde a mystérieusement été effacée par un défaut de la CDI, mais après d'atroces souffrances on arrive enfin au dernier niveau, l'antre de Ganon, on pénètre finalement dans la chambre de Ganon et il est... putain. Mon corps il est gracieux frère. Ça veut dire quoi gracieux? Gracieux, regarde, un gras qui vient du ciel. Le voilà, le boss de fin. Alors comment on fait pour le battre? Eh bah pas avec la Master Sword, hein. Non. Pour le battre, on prend un livre et on lui jette sur la gueule et il meurt en un coup. Ah oui, et le dernier petit molar que le jeu nous crache à la gueule, c'est que juste après ça, on arrive dans la prison de Zelda, elle dort profondément, on peut pas la réveiller, et on peut rester bloqué comme ça un bon moment sur cet écran, parce que pour terminer le jeu, il faut donner un coup d'épée sur le haut de ce truc là, qui est un gong. Attention, c'est bien sur le haut, donc là ça marche, mais là ça marche pas. Allez vous faire foutre. Finalement voilà, on réveille Zelda, on lui dit ouais on a gagné, j'ai vaincu Ganon, et elle nous croit même pas. Zelda, je viens te sauver des griffes de Ganon. Ça m'étonnerait. Putain, j'ai traversé toute l'île, j'ai pleuré du sang devant les cinématiques, tout ça pour que tu me dises non lol, mais... Le pire c'est que comparé aux autres jeux Zelda sur CDI, Face of Evil c'est le moins pire des trois. Wand of Gamelon c'est plus ou moins la même chose sauf qu'on joue Zelda, ce qui n'arrange rien, et Zelda's Adventure, bon, le GDG l'a testé, et c'est... Nintendo a complètement désavoué ses jeux, on n'en parle jamais et ils n'apparaissent même pas sur la timeline officielle de Zelda. Duke Nukem Forever. On en a parlé de Duke Nukem, le test qu'on avait fait le JDG a été posté 2 fois, et les 2 fois elle s'est fait démonétiser, même avec la censure, donc on croise les doigts et on espère que pour nous ça va passer entre les gouttes, parce que bon, on a quand même des monteurs à payer quoi. Après en même temps, Duke Nukem c'est quand même une licence bien beauf, bien grasse. Duke Nukem Forever ne fait pas exception et il va même beaucoup plus loin que les précédents. Non, pas d'image s'il vous plaît. D'ailleurs, tous les mots obscènes dans cette partie seront remplacés par des noms de trashers. En gros, le jeu se passe 12 ans après Duke Nukem 3D, lorsque les aliens reviennent sur Terre, sauf que cette fois, ils ont pas l'air d'être méchants. Le président contacte même directement Duke pour lui interdire de les attaquer. Enfin... mais non, les aliens nous ont menti, ils nous attaquent et comme dans le jeu précédent, ils se mettent à enlever les femmes pour les Néoxys. Pour rien arranger, ils commencent à ouvrir un trou de verre au-dessus d'un barrage pour faire passer le reste de leur armée, mais nous on n'est pas n'importe qui, on est Duke Nukem, on culbute des Kélians tous les matins, on humise des mamans par paquet de 2000, rien à foutre de ce que dit le président, on est là pour défoncer les aliens. Alors en gros, c'est juste un Half-Life en moins bien avec beaucoup de beaufries. Le jeu est quand même assez frustrant, on peut avoir que 2 armes en même temps, et il y a des passages nerveux pour rien. Le pire ça reste les phases de voiture, le jeu a clairement pas été fait pour ça, et on se bloque sans arrêt dans les murs invisibles. Parfois la voiture se retourne complètement, et on est juste bloqué comme une vieille tortue. Dans sa vidéo, Fred s'arrête au niveau de la ruche, qui est particulièrement dégueulasse, mais la suite est quand même un peu drôle. Au bout de la ruche, on affronte la reine alien, qui a 3 chauves burlesques. On se fait sauver par un de nos potes, puis on enchaîne les niveaux jusqu'à arriver au barrage. Pour former le trou de verre, une seule solution, tout faire péter. On y arrive, mais on se fait emporter par le courant, et on perd connaissance. Quand on se réveille, le président est juste devant nous, et il nous engueule. En fait, il voulait collaborer avec les aliens et se servir d'eux comme arme pour dominer le monde. Sauf que, vu qu'on vient de détruire leur portail, tout son plan vient de tomber à l'eau. Il nous insulte et puis pour se venger, il leur donne une frappe nucléaire sur le barrage. Cependant, juste après, l'empereur alien arrive derrière lui et l'écrase comme une mouche. C'est l'heure du boss final et ça aurait pu être stylé, et il est complètement recyclé du premier boss, celui qu'on bat au tout début du jeu. On sent que c'est la fin et que les développeurs avaient plus beaucoup d'énergie. On le bat, puis on lui dit au revoir, en gros on lui matarde dans la bouche, et on s'enfuit en hélicoptère juste avant que la bombe explose. Tout le monde pense que Duke est mort, mais en fait non, il a survécu, et après les crédits, il dit qu'il va devenir président. Bon bah je sais pour qui je voterai pas.
Dans cette vidéo, on vous a surtout parlé des jeux ratés mais qui avaient une fin marquante. En gros, même si on est complètement dégoûté et déçu, c'est quand même un peu drôle de voir Duke Nukem se présenter comme président. Malheureusement, tous les jeux sont pas comme ça. Beaucoup de mauvais jeux que le joueur du grenier a testé ont juste, des mauvaises fins. Parfois, elle est même encore pire, après tout, puisque les développeurs n'avaient jamais pensé que quiconque allait finir le jeu, alors pourquoi est-ce qu'ils prendraient le temps de faire une fin travaillée? C'est le cas de Superman 64. La fin, c'est juste un niveau aussi nul et incompréhensible que les autres qui se termine par un pauvre « Bravo, t'as gagné, mais Lex Luthor est toujours en vie ». C'est encore pire dans les jeux comme Tintin au Tibet, Deadly Towers ou E.T., où on passe des heures et des heures à souffrir jusqu'en saigner des yeux, et qu'est-ce qu'on a comme récompense? Quelques images où un pauvre texte est affiché. C'est peut-être encore plus frustrant que le jeu en lui-même, il y a quand même des fins qui valent le coup. Ma préférée, c'est celle de Mission Impossible. Le jeu est absolument impossible à finir sans tricher, mais si par miracle vous arrivez à en voir le bout, dans le générique de fin, les développeurs ont fait une parodie du générique de la série, mais avec leur vrai visage, c'est excellent. Et il y a mieux, si vous finissez le jeu en mode ultra hard, alors vous débloquez un niveau secret où vous pouvez directement tabasser l'équipe de développement. Ça fait du bien de se dire que même si le jeu est une purge absolue, au moins les développeurs se sont amusés à le faire.